Moi, je suis pas du tout un spécialiste du langage, ou des langages, mais c'est évident que les langages sont une manière de codifier de l'information pour mieux la transmettre, et mieux la documenter, mieux la partager, et mieux, quelque part, mettre en récit le monde autour de soi, et quelque part offrir du sens et des significations en tout cas. Et donc on a besoin de ces langages et on a besoin de les contextualiser, je pense. Par exemple, si on prend juste le langage mathématique, on est un certain nombre à apprécier le langage mathématique, mais clairement pas tout le monde. Et en fait, ce qui est assez frappant, c'est que par exemple, si on présente un même exercice à des enfants de primaire, comme un exercice de dessin ou comme un exercice de géométrie, dans un cas c'est les filles qui réussissent mieux, dans l'autre cas c'est les garçons qui réussissent mieux. Donc on voit bien que la simple manière de formuler un questionnement pour aborder le langage mathématique fait une grosse différence. Les Québécois, pour donner un autre exemple, A plus B au carré, les identités remarquables. Chez nous, ça sert à discriminer ceux qui vont pouvoir faire des études mathématiques et ceux qui ne vont pas pouvoir le faire, grosso modo. Je ne sais pas quel souvenir vous en avez, mais c'est plus ou moins agréable suivant les personnes, les âges et tout ça. Eh bien, les petits Québécois, là aussi, dès 8-10 ans, ils apprennent à paver une salle de bain avec des carrés et des rectangles, et avec une somme de carrés et de rectangles, ils apprennent de manière géométrique les identités remarquables, et ils n'ont aucun problème avec ça. Et donc on voit bien que est-ce que le langage est à la fois un moyen de communication, bien sûr, mais c'est aussi un moyen de sélection. Et il y a ceux qui maîtrisent un certain langage, et puis les autres. Il y a l'anglais d'Oxford, et puis l'anglais du reste de la planète. Pareil pour le français, etc. Et on voit bien que le langage peut être un outil de domination, parce que est-ce qu'on... Par exemple, moi, mon grand-père en Corse, il y a un siècle, se faisait taper sur les doigts quand il parlait corse. Et donc il y a des langages de domination dans toutes les cultures. Et encore aujourd'hui, un jeune immigré qui arrive en France, est-ce qu'on l'autorise à parler sa langue maternelle? Est-ce qu'on l'autorise à apprendre à lire dans sa langue maternelle pour mieux apprendre à lire en français par la suite? Et on voit bien qu'il y a des pays qui le font, et qui d'ailleurs intègrent beaucoup mieux leurs immigrés, et ont beaucoup moins d'écart scolaires dans des classements de type PISA et autres. Il y a des données très, très fortes là-dessus. Donc le langage est à la fois une manière de comprendre le monde, mais c'est aussi une manière de créer des relations de pouvoir et voire des rapports de force, et donc c'est vite problématique. Après, il y a en plus aujourd'hui de nouvelles formes de langage, typiquement les langages informatiques. Il y a ceux qui savent coder, et puis il y a ceux qui, de facto, soit on a le pouvoir sur le code, soit c'est le code qui a un pouvoir sur soi, assez nettement. Et donc là aussi, c'est pas simplement une question de mieux comprendre le monde dans lequel on est, c'est de ne pas se faire de facto, parce qu'on dit en anglais « code is law », donc le code c'est le pouvoir, c'est la loi. Et donc à nouveau, soit vous subissez, soit vous êtes capable d'être acteur et auteur. Et pour être auteur, il faut savoir écrire. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut savoir écrire du code, il faut savoir écrire des maths, il faut savoir écrire ce genre de choses. Et là aussi, il y a des inégalités très fortes et des discriminations très importantes et des sous-représentations, ne serait-ce que des femmes, mais aussi de tout un tas de minorités dans la maîtrise de ces langages informatiques en particulier. Et donc, il y a besoin de comprendre, je pense, la place, effectivement, enfin, les places singulières des langages, et être capable de les interroger. Moi, je reviens du Sénégal, par exemple. On voit bien que le français, si on l'a en commun,
c'est parce qu'on a une histoire qui n'est pas simplement une histoire de coopération, il y a aussi une histoire de domination. Et est-ce qu'on est capable de l'admettre? Est-ce qu'on est capable de dépasser les horreurs du passé pour mieux construire un avenir en commun? Donc c'est évident que c'est plus simple si on a des langues en commun, des langages en commun, au sens de la diversité des êtres humains, versus Babel, quoi. C'est vieux comme le monde. Mais en même temps, si on n'est pas conscient des risques de domination qui sont inscrits là-dedans, si on n'est pas capable de respecter cette diversité des cultures, des langages associés, on va vers un appauvrissement non seulement de la culture, mais aussi des langues et donc des manières de dire le monde, des manières de penser le monde, y compris de penser la durabilité du monde, puisque l'avantage des langues et des cultures autochtones, c'est qu'elles ont coévolué de manière, pendant des milliers d'années, avec des environnements de manière beaucoup plus durable que ce qu'on a tendance à imposer sous forme de modernité, qui est en fait très souvent une forme d'exploitation qui n'amène pas à cette durabilité. Donc je pense que c'est évidemment très complexe, mais je pense que positionner les langages dans cette complexité, ça me semble indispensable. Moi, tous les matins, je me remémore ce que disaient les stoïques à ma manière, qui est d'essayer, face aux difficultés que je peux rencontrer ou que je vois dans le monde, d'essayer de trouver les ressources pour changer ce que je peux changer et la sérénité pour accepter ce que je ne peux pas changer et idéalement la sagesse pour les distinguer. Honnêtement, j'ai encore fait l'exercice ce matin pour des raisons que vous pouvez imaginer, puisqu'on est quand même au lendemain du premier tour. Mais il y a... C'est des défis qui sont évidemment pas simples. Ce que j'essaye de faire quand j'écris un rapport, c'est à la fois de faire des recommandations aux grands de ce monde, puisque c'est généralement des ministres ou l'OCDE ou l'Europe ou l'Union européenne ou l'UNESCO, etc., avec qui j'ai la chance de pouvoir éventuellement discuter. Mais assez fondamentalement, je sais que si on arrive à convaincre au plus haut niveau, ça peut avoir de l'impact, mais que la probabilité qu'on y arrive est faible et puis l'inertie des systèmes est telle que ça ne se produira pas du jour au lendemain. Mais par contre, ce que j'essaie de faire, c'est de décliner des recommandations pour, par exemple, l'enseignant, ou les familles, voire les étudiants, ou les chefs d'établissement, les universités, de façon à ce que, de manière assez fractale, à toutes les échelles, on puisse essayer d'œuvrer dans le bon sens. Et donc, par exemple, sur le rapport société apprenante, on ne peut pas dire que la société soit complètement transformée instantanément, évidemment, mais il y a des choses qui ont avancé, il y a des gens qui ont expérimenté, il y a des choses qui se sont produites. Et donc, c'est ce genre de choses que j'essaye de faire. Par exemple, le dernier bouquin Essine-nous, je suis plus qu'honoré de voir, par exemple, des petites sections de maternelle qui ont joué à Essine-nous, et puis qui ont répondu « Et si nous nous faisions des câlins ?» Et ils ont une maîtresse juste géniale qui non seulement les a invités à faire ça, mais qui a dit mais effectivement, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et ils ont co-designé le fait que à l'entrée de la classe, ils ont dessiné un grand cœur, et donc l'endroit où les parents et les enfants se disent au revoir le matin et se retrouvent le soir, et ben c'est dans ce cœur. Et puis pour le coup, ils se sautent dans les bras, ils se font des câlins, et c'est juste trop mignon. Voilà, donc ça c'est une manière où des enfants de 3 ans peuvent s'approprier un concept. Et il y a des profs qui ont décidé de refaire leur salle de profs. Et puis, avec les élèves, ils ont décidé de faire un coin lecture. Ils ont décidé que des animaux pourraient rentrer dans l'école. Et puis, ils ont décidé de travailler aussi avec les parents, voire avec les grands-parents. Ils ont décidé de faire la classe dehors. Enfin, voilà, ils se sont emparés, entre guillemets, de ça. Donc il y a des Essine-nous, donnons le droit de vote aux enfants qui ne vont pas se produire du jour au lendemain. Mais quelque part, ils ont donné le droit de vote, au sens, ils ont donné une voix, littéralement, hein, avec l'ambiguïté sémantique de la voix, mais ils ont donné la voix aux enfants sur leur avenir à leur échelle.
Voilà, c'est des petites choses. Mais je pense qu'on peut essayer de créer des dynamiques qui puissent avoir ces dimensions, ce que j'appelle fractales, encore une fois, où ça puisse marcher à toutes les échelles. Et idéalement, ça puisse devenir viral. Parce que par exemple, cette classe, et maintenant cette école, ils documentent ce qu'ils font sur Twitter, ils partagent, et ils commencent à avoir des écoles dans la Nièvre, et puis à d'autres endroits. Au départ, c'est parti de La Réunion, voilà. Et ça se produit comme ça, et de fil en aiguille, si on essaye de penser fractal et d'agir viral, au sens où je viens de l'exprimer, on peut essayer d'accélérer les transitions et de permettre les explorations individuelles et collectives et d'apprendre à explorer et en se disant mais c'est vrai qu'on a des défis, Covid, climat, etc. Mais ces défis, on ne peut pas forcément les résoudre seuls, mais on peut créer des petits collectifs locaux et on peut agir à notre échelle, et puis on peut se mettre en réseau avec d'autres, et puis on peut partager, et puis on peut documenter, et puis on peut essayer que les petites gouttes d'eau créent des petits ruisseaux, et puis que les petits ruisseaux créent des rivières, et voilà. Et donc on peut espérer en tout cas avoir de l'impact comme ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas que je sois ni optimiste ni pessimiste, mais j'essaie d'être mélioriste au sens d'améliorer ce que je peux. Et voilà. Et au passage, c'est un avantage, c'est que ces idées, c'est pas l'idée d'un grand soir, quoi. C'est des idées de petites expérimentations et autres, et ça permet de les éprouver, de les tester, de voir ce qui fonctionne, de ce que les gens en font. Et pour moi, le plus intéressant dans l'ouvrage qui s'appelle Et si nous, c'est le chapitre qui reste à écrire et qui sera écrit par chaque lecteur. En fait, si on revient à l'étymologie, humain, humus, humilité, humanité ont la même racine de la terre. Et donc, ça nous ramène à cette prise de conscience que ces différents sujets sont intimement liés. Et est-ce que notre humanité est suffisamment humble? On peut s'interroger, par exemple. Est-ce qu'elle est suffisamment les pieds sur terre et la tête dans les étoiles? On peut aussi s'interroger. Et par rapport aux utopies, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces sujets, mais j'ai l'impression qu'il est utopiste de croire que la trajectoire dans laquelle on est puisse être pérenne. Et donc, on ne peut pas ne pas inventer de nouvelles utopies pour sortir de cette trajectoire. Et on peut, pour le coup, regarder les grands moments où les utopies ont été les plus abondantes et les besoins de récits. Et typiquement, les humanités sont des lieux d'étude de ces utopies, de ces histoires, de ces mythes. Et je trouve qu'elles ont un rôle très important. Pour revenir brièvement sur mon histoire personnelle, je me souviens au collège avoir lu toute la collection des mythes et légendes des différentes cultures. Et j'étais fasciné par ce genre de choses. Et donc je pense qu'on a besoin de savoir, encore une fois, d'où on vient pour mieux comprendre où on est et réfléchir à où on va. Et comme une technoscience mal comprise peut amener à du transhumanisme et à des choses qui peuvent être encore plus inégalitaires que la société d'aujourd'hui et encore plus, à mon avis, détestables dans un certain nombre de dimensions, à mon avis, on n'a pas besoin de transhumanisme, par contre, on a besoin de plus d'humanité. Et pour le coup, il faut peut-être redéfinir ce que ça peut vouloir dire et peut-être redéfinir des réponses à ces questions, genre d'où on vient, où on est, où on va, des questions vraiment de base, qui on est, des questions vraiment que l'humanité se pose probablement depuis toujours, mais où aujourd'hui on a d'autres sources que les mythes et les religions pour éventuellement répondre.
Donc par exemple, j'aime beaucoup l'initiative qui, pour le coup, est complètement interdisciplinaire, de ce qu'on appelle la Big History, la grande histoire, qui part du Big Bang et qui vient jusqu'à l'apparition de la vie sur Terre et son évolution, et qui nous fait nous positionner dans ce grand récit. Mais en ayant compris qu'on est tous des poussières d'étoiles, qu'on est tous des êtres vivants et qu'on a le privilège d'en avoir conscience, mais que pour le coup, le fait d'avoir conscience de notre très longue histoire, est-ce que ça peut nous amener à penser différemment ? Ne serait-ce que notre un peu plus d'humilité, un peu plus d'humanité, et éventuellement une capacité à inventer de nouveaux récits. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on est trop peu invité à écrire de nouveaux récits fondateurs non seulement d'hier, mais surtout de demain. Et typiquement, les jeunes ne sont pas invités à faire ça. Mais on pourrait le faire. Par exemple, nous, on a fait des toutes petites choses pour l'instant, mais que je trouve intéressantes. On a travaillé avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry sur des concours d'écriture. Et par exemple, si le Petit Prince revenait pendant le confinement, de quoi on aurait parlé ? Moi, je rêve de faire un chatbot où le Petit Prince pourrait dialoguer avec un enfant ou un grand enfant sur et toi, ta planète, comment elle va, qui t'a apprivoisé, qui as-tu essayé d'apprivoiser, et y a-t-il des difficultés, comment tu les surmontes, voilà. On pourrait imaginer plein de formes de dialogue. Et si tu devais réinventer une planète, qu'est-ce que tu voudrais, et aujourd'hui, disons que par exemple, Thomas More pouvait penser une utopie sur une île qui était suffisamment isolée du reste du monde pour pouvoir être plus ou moins autonome. Aujourd'hui, une île n'est plus isolée du reste du monde, et avec la montée des eaux, elle pourrait disparaître de toutes les manières. Donc on voit bien que si on devait penser une utopie indépendante du reste, il faudrait être sur une autre planète. Et donc par exemple, on pourrait inventer des nouvelles utopies planétaires du genre... je pense qu'il y a une chose j'aimerais bien être capable d'initier, qui serait d'inviter des jeunes et des moins jeunes à prendre conscience que la seule chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, c'est l'imagination, et que donc ils peuvent se projeter sur une autre planète, qui a plus de planètes dans la galaxie que d'humains sur Terre, et qui a plus de galaxies dans l'univers que d'humains sur Terre, et donc a priori ils peuvent choisir au moins une planète, voire une galaxie entière, et ils peuvent libérer leur imaginaire et imaginer d'autres manières de gérer un écosystème global. Y a-t-il des dystopies, des utopies à inventer? Est-ce qu'on peut écrire de nouvelles lettres persanes interplanétaires ou même intergalactiques, et discuter de comment ça se passe ailleurs pour mieux réfléchir à ce qu'on veut ici? Donc je pense qu'il y a plein de choses où on peut, encore une fois, s'inspirer de choses comme les lettres persanes ou l'utopie de Thomas More ou les grands mythes, et essayer de se projeter dans des choses plus positives. Parce que moi, ce qui m'a marqué en lisant une partie de la littérature que mes enfants lisaient, c'est à quel point il y avait des dystopies. Et plein de choses post-apocalyptiques, post-collapse, et très peu d'utopies positives. Et donc, je pense qu'on a besoin de nouveaux récits, encore une fois, de notre passé, de notre présent et de notre futur collectif, en ayant pris conscience du fait que ce qui nous sépare est infime par rapport à ce qu'on a en commun. Parce que quand on sait Big History, on a des milliards d'années en commun. Et on s'est séparés les uns les autres depuis quelques dizaines de milliers d'années, donc c'est rien à l'échelle. Et donc, à partir de là, y compris cette longue histoire commune avec tous les êtres vivants, en fait, on est fondamentalement une très grande famille, tous les êtres vivants sur cette planète. Et donc, si on se traitait comme on est censé se traiter en famille, c'est-à-dire en prenant soin les uns des autres et en coopérant pour essayer de partager les difficultés et trouver des solutions à nos défis communs, je pense qu'on progresserait. En fait, chaque époque
créent ces lieux de médiatisation et de débat. Les Grecs, c'était l'agora, il y a eu les salons, les académies, et puis les cafés, et dans mon enfance, c'était les dossiers de l'écran. Aujourd'hui, il y a toujours plus d'enceintes, mais la question c'est, est-ce qu'on sort grandi, au sens à nouveau d'autorité, pour revenir sur Michel Serres, d'un débat? Est-ce que ce débat fait autorité au sens où il nous fait grandir? Je ne suis pas certain que les réseaux sociaux soient l'endroit où on grandisse le plus aujourd'hui, même si on peut. Moi, j'essaye de le pratiquer comme ça, et en moyenne, j'ai l'impression d'apprendre des choses pertinentes. Mais j'essaye aussi de me protéger d'un certain nombre de travers. Et je pense que pour les Grecs, il y avait déjà des sophistes. Enfin, il y a toujours eu des manipulateurs et des gens qui cherchaient à attiser les émotions négatives pour obtenir des choses des autres. Et donc les capacités à se manipuler les uns les autres est probablement au moins aussi ancienne que le langage et que les langages, y compris visuels, gestuels, dans notre espèce et probablement chez nos ancêtres. Donc c'est pas nouveau, mais assez clairement, par exemple, avoir fait émerger l'esprit critique semble être une des choses que l'évolution a sélectionnées pour éviter ce genre de manipulation. Mais comment est-ce qu'on promeut un esprit critique, non seulement chez les individus, mais que serait une espèce d'esprit critique collectif? Il y a, je pense, des questions de ce genre à se poser, et puis retravailler sur, par exemple, ce que pourraient être des dossiers des écrans, pour reprendre... donc où est-ce qu'on peut trouver des contenus de qualité et les travailler. Donc nous on discute pas mal en ce moment avec Arte, avec France Culture, avec Bayard, avec un certain nombre d'acteurs qui essayent de produire des contenus de qualité, mais je pense que ces contenus qui peuvent être inspirants, qui peuvent être de qualité, sont trop souvent perçus comme élitistes d'abord, et il y a différentes manières dont il y a des barrières à l'entrée. Il peut y avoir des barrières financières, il peut y avoir des barrières intellectuelles, des barrières éducatives. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser le lien entre ça et le service public de l'éducation, par exemple? Donc je pense qu'il y a un vrai défi. C'est-à-dire que quand on crée la radio et qu'on crée la télé, assez peu de temps après, on crée un service public de la radio, un service public de la télé. On a créé Internet, qui est N fois plus puissante que la radio et la télé réunies, mais on n'a pas de service public du web. Et donc, on ne veut pas un bureau de la censure. Les Chinois et d'autres les pensent, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais, donc on ne veut pas l'ORTF du web. Mais on voit qu'on aurait besoin de processus d'éditorialisation, pour ne pas dire de curation, et de mise en avant, en tout cas, de contenus de meilleure qualité que d'autres. Et alors, comment est-ce qu'on définit meilleur? C'est complexe, mais on voit bien qu'en moyenne, il y a des radios et des télés qui, d'ailleurs, augmentent en audience parce qu'elles vous offrent des contenus de qualité et elles permettent aux gens d'avoir un autre regard sur le monde que l'on vit. Donc il y a typiquement des lieux qui sont essentiellement dans le divertissement et qui vous vendent de la pub et du temps de cerveau disponible, et puis d'autres qui sont pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, entre guillemets, pour reprendre un des slogans de Radio France d'il y a quelques années. Mais donc comment est-ce qu'on essaye de produire ça? C'est pas simple, mais il peut y avoir des choses. Par exemple, on pourrait très bien créer un dispositif avec un simple plugin dans un navigateur. Et donc quand vous arrivez sur une page internet, aujourd'hui, les seules informations qui sont disponibles sur cette page sont celles que ceux qui ont produit cette page vous donnent. Et donc si vous êtes sur un site conspirationniste, vous allez trouver que des liens vers d'autres sites conspirationnistes. Il n'y a pas
la possibilité pour un internaute de dire ce qu'il pense de la qualité de ça, et ni pour dire d'où il parle quand il dit ça. Et donc s'il y avait, je sais pas moi, un physicien qui dit sur une page sur la Terre est plate que voici un certain nombre de liens sortant vers autre chose. Or aujourd'hui, si vous tapez est-ce que la Terre est plate, vous avez plus de sites platistes que de points de vue de physiciens sur le sujet, ou de géographes ou autre. Donc on voit bien qu'il y a une vraie difficulté qui est en partie ce processus d'éditorialisation. Quand on invente l'imprimerie, on publie non seulement la Bible, mais plein de romans érotiques, un siècle avant de publier les premières publications scientifiques. Donc en fait, chaque époque a besoin d'un certain temps pour inventer des processus d'éditorialisation qui tirent autant que possible vers le haut la qualité du débat. Et je pense que sur le web, on n'a pas encore inventé ces processus-là. Mais on pourrait le faire. On pourrait dire, dès qu'on voit quelque chose qu'on est capable d'identifier comme de manière démonstrable faute, on pourrait le labelliser et on pourrait le partager pour que tout le monde le voit. Et on pourrait dire, mais voilà, moi je suis chercheur dans tel domaine et voici les arguments que je peux avancer par rapport à ça. Donc on pourrait imaginer des processus. Il faut investir de l'argent pour, c'est la puissance publique quelque part, de créer ce bien public qu'est la médiatisation de l'information et de la connaissance. Parce que sinon, y a toujours plus de théories conspirationnistes, toujours plus de gens qui se défient des autorités multiples, non seulement politiques, mais aussi scientifiques, académiques, etc. Et c'est là que se pose le problème. Mais si on a une démarche qui est complètement dans la transparence par rapport à ça, encore une fois, c'est pas le bureau de la censure, mais c'est voici ce qu'en pensent des experts, des médecins, des chercheurs, et ils ne sont pas forcément tous unanimes. Mais voici ce qu'en pensent 92% des chercheurs spécialistes du sujet. Voici ce qu'en pensent des chercheurs qui ne sont pas spécialistes du sujet. Ils ont le droit d'avoir leur avis, parce que le problème est complexe. Mais voilà, on peut, sur le Covid, contraster le point de vue de chercheurs en épidémiologie, de chercheurs en virologie, de chercheurs en immunologie, et de chercheurs issus d'autres disciplines qui peuvent avoir leur mot à dire aussi. Mais on voit bien que pouvoir savoir d'où on parle et qui parle est extrêmement important. Et là où on a l'impression que tout se vaut sur Facebook, par exemple, non, c'est pas tout à fait comme ça que fonctionne le monde académique. Donc il y a besoin de recréer des formes d'autorité au sens de ce qui fait grandir, encore une fois, et avec des sources, une traçabilité de l'information et de la connaissance, et des avis qui puissent permettre d'étayer ce qu'on dit. Et on peut, à minima à l'école, pour revenir sur l'éducation aux médias, à minima à l'école, être invité à comprendre comment s'élabore la connaissance, comprendre pourquoi est-ce que tous les avis ne se valent pas, et qu'en même temps, tout le monde a le droit d'exprimer un point de vue, mais on n'est pas tous obligés de les croire. Et on n'est pas tous obligés de les propager, et on a le droit, même le devoir, de prendre un peu de recul par rapport à ce que certains qui cherchent à nous manipuler cherchent à faire. C'est marrant parce qu'il y a un certain nombre de pédagogues plus ou moins innovants qui sont venus ici et qui, par certains côtés, voient ce lieu comme du Montessori pour les grands, quoi. Et c'est vrai qu'on a tout un tas de matériaux ou de dispositifs. En fait, on a essayé de co-construire tout ce qu'on a fait avec nos étudiants. Donc non seulement les programmes académiques, les licences, les masters, le doctorat, mais aussi les lieux. Donc si on a un Fab Lab, c'est parce qu'on a des étudiants qui m'ont expliqué ce que c'était, pourquoi ça serait utile, et qui m'ont amené une imprimante 3D qu'ils avaient déjà imprimée avec une autre imprimante 3D, et ils m'ont montré tout ce qu'ils étaient capables de faire avec ce genre de choses. Et donc si on a un laboratoire de biologie synthétique, c'est parce qu'on a des étudiants qui voulaient participer à une compétition internationale au MIT et qui ont gagné des prix, et donc ça leur a donné de la légitimité pour obtenir ce qu'ils souhaitaient. Et donc on a comme ça co-construit énormément de choses avec les étudiants.
Si ce bâtiment a eu un prix d'innovation architecturale, c'est pas parce que j'y connais quoi que ce soit, c'est juste parce qu'on a co-designé avec eux et avec l'ensemble des acteurs, des enseignants, des chercheurs et des personnels, ces locaux. Et ça nous a permis de faire des choses qui fonctionnent. Et pour moi, il y a un continuum, en fait, entre... la recherche, c'est normalement de la co-construction, au sens où, ne serait-ce que d'une publication à l'autre, on construit sur ce que les autres ont fait. Alors, dans un laboratoire, en théorie, on se parle, on fait de la recherche ensemble et on essaye de faire avancer les choses, éventuellement en intégrant différentes disciplines. Donc pour moi, il y a une vraie... en tout cas, ce qu'on essaye de faire, et on a y compris des programmes comme les Saventuriers pour les enfants, mais on a même un programme qui s'appelle le Premier Cri pour la petite enfance, où on travaille plutôt avec les adultes responsables de ces enfants, qu'ils soient des parents ou des professionnels de la petite enfance, qui sont généralement sous-payés, sous-formés, alors que s'il y a un endroit où se joue l'avenir, c'est bien à ce moment-là, et on le sait, y compris les économistes ont pu montrer que c'était le meilleur retour sur investissement. Donc comment est-ce qu'on fait pour investir ces chantiers et en fait réinventer à tous les âges de la vie des manières cohérentes et progressivement s'adossant sur des résultats de recherche et sur des pratiques qui fonctionnent, des manières de co-construire à tous les âges, et à co-construire non seulement ces savoirs, mais aussi les environnements d'apprentissage. Donc j'ai parlé beaucoup de l'espace physique, j'ai parlé de l'espace intellectuel qui est un contexte diplômant, mais ça peut être l'espace digital. Comment est-ce qu'on co-construit, par exemple, de nouvelles intelligences artificielles, de nouvelles capacités, puisque les machines elles-mêmes apprennent. Donc on peut créer un environnement dans lequel les machines peuvent apprendre, et où on peut apprendre avec elles à faire des choses que ni la machine seule, ni l'humain seul ne saurait faire. Donc pour vous donner un exemple, pas être complètement théorique là-dessus, on a une IA qui a lu tout Wikipédia, en plusieurs langues, et qui, pour le coup, dépasse une partie des barrières linguistiques, parce qu'en fait, c'est une IA qui, progressivement, cartographie les concepts. Et ayant cartographié les concepts dans différentes langues, quand on lui donne un texte, elle fait ce qu'on appelle du text-to-vec, donc elle transforme des textes en vecteurs, et dans un espace vectoriel, on peut calculer des distances, et donc il y a des vecteurs qui sont proches, et puis des vecteurs qui sont loin, et on peut calculer donc des proximités. Et donc, on a des textes qui sont proches et des textes qui sont loin. Et donc, si vous écrivez un texte, eh ben, on peut vous faire des recommandations d'autres textes qui sont conceptuellement proches. Et moi, je l'ai fait en écrivant le bouquin Aesinou. Et il y a chaque chapitre, j'ai eu le droit à des recommandations. Alors, j'ai pu trouver des pages Wikipédia que je ne connaissais pas forcément, parce qu'il y en a des millions et on ne sait pas tout lire. Mais aussi, on lui avait donné à lire tous les podcasts de France Culture, donc j'ai découvert des podcasts. On lui a donné tous les TED Talks, j'ai pu en voir quelques-uns, avec des propos inspirants, des auteurs et des orateurs inspirants. On lui a donné toutes les thèses de France, on peut lui donner progressivement tout ce que font les associations engagées sur telle ou telle cause. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir progressivement créer un GPS de la connaissance et pour pouvoir savoir ce que l'on sait, ce qui n'est pas complètement évident, et savoir ce que l'on ne sait pas, ce qui est super difficile, et savoir comment on peut apprendre ce qu'on ne sait pas encore, et qui pourrait nous être utile pour relever un défi personnel, un défi professionnel, un défi collectif, ou même explorer l'inconnu. Si on veut explorer l'inconnu, quels sont les bouts du connu les plus proches de cet inconnu? Et avec qui est-ce qu'on peut parler? Avec qui, si vous devez partir voguer vers l'inconnu, est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous cherchez des partenaires? Est-ce qu'il y a des points d'appui? Est-ce qu'il y a des îlots de connaissances ici et là qui peuvent, ne serait-ce que vous permettre d'avoir un relais et des bases relativement solides pour continuer à avancer? Et on voit bien que dans le vocabulaire même de l'exploration,
Dans l'exploration physique, on a inventé plein de choses, des cartes, du matériel pour explorateurs, comment on s'équipe, comment on crée un collectif. Si vous voulez aller au pôle Nord ou au pôle Sud, vous n'êtes pas le premier, comment est-ce que vous vous habillez, etc. Donc il y a ce vocabulaire, c'est pour ça qu'on a parlé de s'aventurier, ce vocabulaire de l'exploration, il marche très bien pour l'exploration des connaissances. Mais pour l'instant, on n'avait pas de carte. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est une carte, alors évidemment elle n'est pas en 2 ou 3D, elle est en centaines de dimensions parce que l'espace des concepts est beaucoup plus vaste, mais on peut essayer de faire ça. Et pour revenir sur les utopies par exemple, on peut, comme une utopie peut être exprimée sous forme d'un texte, et ben ce texte, on peut le projeter dans cet espace dont on vient de parler. Et donc si on projette les rêves et les utopies des uns et des autres, on peut savoir qui a des utopies proches de soi, qui a des rêves proches, et éventuellement permettre aux gens de se retrouver et plus s'y affinité. Donc c'est pas tout à fait le Tinder du projet du rêve, mais ça va un peu dans ce sens-là, et ça permet de faire ensemble des choses qu'on ne sait pas faire seul. Et moi j'aime beaucoup cette phrase du jeune Pierre Curie qui disait qu'il faut savoir faire de sa vie un rêve et de ses rêves une réalité. Et à titre personnel, je n'ai réalisé aucun de mes rêves seul. J'ai toujours rencontré des personnes avec qui faire un bout de chemin pour essayer de transformer ses rêves en réalité. Et je pense qu'on peut faire ça, et qu'on a même besoin d'imaginer des manières de le faire pour sortir du cauchemar par défaut qui nous est projeté, quoi. Disons que, qu'on le veuille ou non, la pandémie nous a privés d'interaction. Parce que les interactions entre humains sont la manière dont le virus se transmet. Et donc on a bloqué beaucoup d'interactions pour bloquer la transmission du virus. En faisant ça, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes qui étaient créés. Et parce que les enfants, et les adultes d'ailleurs, en tant qu'êtres humains, ont besoin d'interaction pour leur santé mentale, pour leur équilibre, pour la culture, pour les émotions, pour tellement de choses que si on avait besoin d'un programme de recherche pour nous démontrer que les interactions sont importantes, de facto, il y a eu une expérimentation grandeur nature qui convainc même ceux qui croyaient que le numérique pourrait un jour remplacer l'école, grosso modo. Donc ça, je pense que cette preuve par l'absurde a été faite, cette démonstration par l'absurde. Donc, mais ce qui est intéressant, si je prends par exemple l'université fait de la recherche sur beaucoup de choses, mais rarement sur elle-même, et par exemple très peu sur l'expérience étudiante. Mais l'expérience élève, c'est la même question. Donc qu'est-ce qu'on apprend à l'université qu'on n'a pas appris dans un amphi, par exemple? C'est une question qu'on se pose trop peu. On peut poser exactement la même question sur les enfants. Qu'est-ce qu'ils apprennent dans la cour d'école et qu'ils n'apprennent pas en classe? Et on voit bien qu'on apprend énormément de choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime ça. Mais il y a relativement peu de choses qui font ça. Et après, même la classe ou la partie plus académique de l'université peuvent être source d'interaction. Donc est-ce que c'est juste une interaction entre un élève ou un étudiant et le savoir, ou est-ce que c'est des interactions entre jeunes autour du savoir, et d'ailleurs pourquoi ce savoir, et on peut l'écrire pourquoi, et donc dans quel but on se positionne. Et donc fondamentalement ça pose la question du sens. Et en fait, il y a assez peu de recherches, à ma connaissance, sur le sens, mais ce que j'en ai vu, c'est souvent, on trouve du sens quand on est dans un collectif, justement, donc dans ces interactions. On trouve du sens quand on fait des choses créatives qui vont au-delà de ce qu'on savait déjà. Et on trouve du sens quand on fait des choses qui dépassent
notre intérêt personnel pour aller vers un bien commun. Eh bien, donc si on met les interactions au service du sens et les savoirs au service du sens, on voit bien qu'on n'est pas dans le paradigme dominant. C'est pas le but de l'école, c'est pas juste de classer des élèves et de savoir lesquels auront le droit de continuer à jouer et les autres qu'on va mettre dans des voies de garage, mais le but, c'est de faire ensemble des choses qui ont du sens et donc d'interagir pour trouver ce sens. Et donc, finalement, ce qui se passe dans la cour de récréation, qui est en partie de cet ordre, peut nourrir ce qui se passe. Et pour donner juste, je reviens sur l'école dont je parlais, qui s'appelle l'école, enfin, ils se sont autoproclamés école du bonheur, ce qui est quand même intéressant. Eh bien, dans les choses qu'ils ont fait, dans le « et si nous », il y a des enfants qui ont demandé à ce que les jeux qu'ils avaient en classe, ils puissent y jouer pendant la récré. Et donc il y a des jeux relativement académiques, puisqu'on les a mis dans une classe, et ben, ils voulaient continuer à y jouer dans la récré. Mais en général, on n'a pas le droit de sortir ce qui est en classe dans la récré. Et bien là, les enseignants et les enfants ont dit « et si nous le faisions ?» Et ben, pour le coup, éventuellement, ils vont peindre pendant la récré, ils vont faire tout un tas de choses qui leur correspondent, ils vont lire, ils vont faire tout un tas de trucs. Et donc spontanément, la frontière entre les apprentissages formels et informels, entre ce qui se passe dans la cour de récré et ce qui se passe dans la classe, les enfants l'ont complètement réinventé. Et ils l'ont réinventé avec leurs enseignants et avec la bienveillance, y compris l'inspectrice d'académie, etc. Et donc il y a toute une dynamique qui n'est pas si surprenante pour des gens qui sont effectivement dans de la co-construction des savoirs, puisque peut-être que Freinet aurait dit exactement la même chose il y a un siècle et que Socrate aurait dit la même chose il y a encore plus longtemps. Mais finalement, si on permet... ce que je trouve intéressant dans « et si nous », c'est que dans « et » on ajoute quelque chose, dans « si » on fait une hypothèse, dans « nous » on pense le collectif, et si on rajoute un point d'interrogation, on rajoute le questionnement. Donc, en une dizaine de caractères, on invite à repenser ces interactions, puisqu'on est dans le « nous », et éventuellement, on se questionne sur pourquoi pas, sur le sens de ce qu'on fait et sur ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne pourrait pas faire seul. Et donc, avec une question qui est très anodine, j'ai essayé de comprendre pourquoi je m'étais posé cette question. Et en fait, c'est Bruno Patino, le patron d'Arte, qui m'a donné peut-être une des clés de lecture, parce que j'ai cherché dans mes boîtes mail, c'est pas une expression que j'utilisais beaucoup, même si beaucoup de choses que j'ai fait ici, a posteriori, je peux les remettre en mode « et si nous ». Et bien en fait, il m'a dit, mais en fait c'est une expression d'enfant, « et si nous ». C'est « et si nous jouions ». Et si nous étions des super-héros, ou des magiciens, ou des médecins, ou voilà, ou des explorateurs, ou des cow-boys, des indiens, ce qu'on veut. Et on voit bien qu'il y a quelque chose autour de ça qui est intéressant, parce que en fait, quand j'expliquais ça à mon traducteur, pour le coup en anglais, il a dit, le titre qu'il a donné, c'est « Game Changing ». C'est parce que c'est « et si nous jouions, et si nous changions les règles du jeu ». Et c'est vrai qu'on est invité à jouer à des jeux de société, on n'est pas invité à repenser les règles du jeu de la société. Et donc on est invité à avoir les interactions codifiées de l'écosystème ou de la société qui domine à un endroit ou à un autre. On n'est pas invité à repenser nos interactions. Est-ce que nos interactions sont de nature compétitive ou collaborative? Est-ce qu'elles sont de domination ou de soins? Voilà, on n'est pas invité à nous questionner sur nos interactions. Et je pense que « et si nous » est juste une des N manières de s'interroger sur nos interactions. Et honnêtement, c'est étonnant pour moi ce bouquin, parce que la veille de l'écrire, je ne savais pas que je l'écrirais. Je n'avais pas l'idée d'écrire un bouquin. Et je me suis réveillé vers 2-3 heures du matin avec ce titre en tête. Et à 8 heures, j'avais le titre de tous les chapitres, qui sont tous en « et si nous », enfin 80%, parce que ça a quand même un peu évolué après. Et à 8 heures, j'ai écrit à mon éditeur et à Emmanuel Davidenkoff, qui est mon co-auteur. Et à 9 heures, ils m'ont dit « go ». Et
Et quelques mois plus tard, c'était écrit, quoi. Et donc c'est très étonnant, mais à un moment donné, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que face à l'ensemble des difficultés auxquelles on est confronté, quelque part ma propre maïeutique dont je parlais tout à l'heure, sur d'inspiration stoïque, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer des choses qui sont beaucoup plus grosses que moi? Ben, en fait, pas grand-chose, mais je peux éventuellement envoyer une bouteille à la mer. Je peux éventuellement inviter d'autres à dialoguer. Je peux éventuellement me mettre en mode Essinu, et puis à partager ce mode Essinu avec d'autres. Voilà, c'est ça. Et donc, mais c'est ça, c'est un peu quelque part accepter de changer nos interactions. Parce qu'en fait, si on regarde, on a des ressources et on a des résultats, et au milieu, on a des boîtes noires. Et dans ces boîtes noires, il y a des rôles, il y a des relations, pour pas dire des interactions, et il y a des règles du jeu. Et bien, est-ce qu'on redéfinit les règles du jeu? Est-ce qu'on redéfinit les rôles? Est-ce qu'on redéfinit les relations? Est-ce qu'on redéfinit les interactions pour, à partir des ressources que l'on a, avoir d'autres résultats que, encore une fois, ce résultat par défaut qui nous envoie dans le mur? Donc je pense qu'on a fondamentalement besoin de repenser nos interactions. Et on a besoin d'apprendre à le faire dès le plus jeune âge. Et pour donner un dernier exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu qui s'appelle Minecraft, qui est très populaire chez les jeunes. Oui, mes enfants qui m'ont appris. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et ben, certains des jeunes créent leur propre serveur pour jouer à Minecraft. Et au passage, non seulement ils apprennent à coder, ils apprennent de la géographie, ils apprennent de l'architecture, ils apprennent éventuellement plein de disciplines, mais ils apprennent à décider en commun. Ils apprennent à savoir qui ils vont inviter sur leur serveur, et est-ce qu'ils vont avoir des règles autoritaires ou démocratiques sur la gestion de leur serveur et la gestion de l'espace commun qu'ils co-créent. Et donc, en fait, les enfants sont en train de mille et une manières, dans ce genre d'exemple ou dans d'autres, d'inventer de nouvelles règles du jeu. Et ils le font en jouant au Lego, ou en jouant au Capla, ou en jouant à énormément de jeux. Et en fait, les jeux les plus intéressants de ce point de vue-là sont les jeux qui, comme Minecraft ou les Capla, sont des jeux avec une très forte généricité. Et où, en fait, ce qu'ils vont en faire n'est pas prescrit. Et donc, de ce point de vue-là, les Lego d'aujourd'hui sont moins intéressants que ceux de notre génération. Parce qu'aujourd'hui, il faut construire X. Hier, on pouvait construire ce que l'on voulait. C'était moins beau à la fin, mais c'était beaucoup plus créatif. Oui, il y a différentes dimensions dans numérique et apprentissage. Il y a apprendre le numérique, c'est-à-dire apprendre à coder, par exemple. Il y a apprendre par le numérique, au sens où on peut apprendre avec une tablette dans les mains plutôt qu'avoir un livre dans les mains, et qu'est-ce que ça peut changer. Et puis il y a apprendre à l'heure du numérique, qui est apprendre dans une époque dans laquelle les machines apprennent, dans laquelle le monde change extraordinairement vite, dans laquelle il y a toujours plus de défis, et dans lesquels les métiers de demain n'existent pas encore, et donc comment on se forme à ces métiers, etc. Donc je trouve que la troisième question est la plus impensée des deux autres. C'est pas que les deux autres ne sont pas intéressantes, hein, mais disons qu'on a Scratch, où on a des logiciels pour apprendre à coder dès l'enfance. Il y a des olympiades d'informatique avec tout un dispositif qui aujourd'hui fonctionne assez bien quand on accepte de s'en emparer pour apprendre à différents âges. Il y a aujourd'hui une réflexion, encore une fois, post-Covid, sur le fait que le numérique est à la fois nécessaire mais pas suffisant. En termes comme média de formation et d'apprentissage, mais je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de réflexion sur comment est-ce qu'on apprend à l'heure du numérique. Donc on a un peu abordé certaines de ces dimensions pendant cet entretien, mais pour en rajouter quelques-unes, on n'est pas suffisamment amené à réfléchir sur ce que c'est qu'apprendre et ce que c'est qu'apprendre à l'heure du numérique. Comment une machine apprend, comment est-ce qu'un enfant apprend,
comment est-ce qu'on apprend à apprendre, qu'est-ce qu'on doit savoir quand une machine en sait plus que nous sur certains sujets, et est-ce qu'il faut, pour le coup, arrêter de faire des mathématiques parce qu'elle calcule mieux que nous, ou est-ce qu'il faut apprendre à calculer avec elle, ou apprendre à calculer sans elle. On voit bien que ces questions sont des questions ouvertes et pas suffisamment pensées, je pense. Donc, je ne pense pas qu'il faut apprendre, par exemple, les mathématiques exactement comme hier, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les apprendre du tout. Et typiquement, le jour où les machines, ce qui a été démontré à Tokyo il y a déjà quelques années, l'université la plus sélective du Japon, qui vaut bien nos grandes écoles, il est démontré que des machines peuvent réussir le concours mieux que les élèves. Bon, qu'est-ce que ça dit par rapport à ça? Donc, est-ce qu'il faut d'autres épreuves? Est-ce qu'il faut apprendre autrement? Je pense qu'il y a énormément de questions là-dessus. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que dans le monde du jeu d'échecs, quand Kasparov a perdu contre Deep Blue, qui était l'ordinateur d'IBM, comme champion du monde d'échecs, il y a eu, et il y a contribué, ce qu'on a appelé les centaures, qui sont des combinaisons hommes plus machines, et donc il y avait des tournois où des hommes et des machines pouvaient jouer ensemble, et ils ont pu montrer que homme plus machine, ça faisait mieux que machine seule ou homme seul. Donc c'est intéressant. Donc on est, à mon avis, dans ce genre de paradigme à inventer. Et donc comment est-ce qu'on aborde ces questions? Comment est-ce qu'on fait une recherche qui, à mon avis, a besoin d'être distribuée? C'est là que le numérique est fort, parce que le numérique peut permettre à la fois une recherche distribuée et en même temps de partager systématiquement ces expérimentations et d'avancer plus vite là-dessus. Et donc comment est-ce qu'on est dans une logique d'open source, comment on est dans une logique de partage, de documentation. Pour vous donner juste un exemple de choses qu'on fait ici, on a par exemple un autre projet au-delà des aventuriers qui s'appelle Prof Chercheur, où on invite les enseignants à décrire les défis auxquels ils sont confrontés, à utiliser les outils numériques pour documenter leurs défis, se rendre compte qu'ils ne sont pas forcément les seuls, travailler avec des pairs et affiner leur définition du défi, la manière dont ils essaient de le relever, documenter la manière dont ils le font, documenter les résultats qu'ils obtiennent, à nouveau se confronter à des pairs et puis écrire des synthèses de ce qui marche dans une classe, de ce qui marche éventuellement dans différents contextes, et pour essayer de co-élaborer, en l'occurrence, une manière d'apprendre à relever des défis, ce que chaque enseignant fait, mais trop souvent de manière isolée. Et est-ce qu'on peut mutualiser, est-ce qu'on peut documenter, est-ce qu'on peut créer des communs qui sont ces savoirs pragmatiques que les différents enseignants peuvent élaborer. Et donc ça peut se faire à toutes les échelles. Et donc on peut le faire en tant qu'enseignant, on peut le faire en tant que chef d'établissement, en tant qu'universitaire, ou en tant que citoyen, ou en tant que médecin, ou patient, ou etc. Donc on voit bien chacun d'entre nous relève des défis et peut être invité à documenter et à partager ça. Et donc cette capacité à la fois apprendre de l'intelligence collective, mais aussi apprendre à comment contribuer à l'intelligence collective. Donc on peut apprendre à lire Wikipédia ou Wikidia, la version enfant, mais on peut aussi apprendre à éditer et à créer des pages et à améliorer ces biens communs. Et donc je pense que cette capacité non seulement à apprendre à l'heure du numérique des machines, mais aussi à apprendre les uns des autres, parce que les machines nous permettent de nous mettre en réseau, et pas simplement le micro-réseau local, qui est une classe, ce que Freinet faisait déjà. Mais déjà, Freinet avait compris qu'avec l'imprimerie, on pouvait communiquer avec d'autres classes et donc apprendre d'autres classes. Mais le numérique, c'est du Freinet puissance 10. Et donc, on peut complètement décloisonner et apprendre. Pour vous donner des exemples à l'échelle d'un pays entier, vous prenez Taïwan, qui a d'ailleurs de manière remarquable progressé, non seulement en éducation, mais aussi en démocratie. Notre démocratie régresse depuis une dizaine d'années, parce qu'on est dans l'état d'urgence beaucoup trop souvent et qu'on a restreint nos libertés progressivement à cause de ça. Pendant ce temps-là, eux, ils ont progressé. Donc il y a des classements internationaux de qualité de la démocratie. Nos courbes sont inversées. Donc on peut apprendre, par exemple, de pays comme ça. Et bien, comme par hasard, ils ont non seulement réinventé la démocratie, mais en fait tout le package athénien et tout le package des Lumières, c'est-à-dire aussi leur école. Et donc, dans leurs écoles, on peut relever des défis
et puis on peut se mettre en réseau avec d'autres qui relèvent le même défi. Et par exemple, si votre défi c'est de comprendre pourquoi il y a de la pollution dans ma ville, et ben on peut créer des capteurs de mesure de la pollution. Donc on développe de la physique, de l'open source et de la mesure de données, etc. Mais on se met en réseau et on travaille en collaboration avec l'équivalent du Météo France taïwanais, et on peut cartographier les flux de pollution pour savoir non seulement quelle est la pollution ici et maintenant, mais de manière dynamique sur un territoire, dans l'espace et dans le temps. Et on va comprendre des tonnes de choses sur la modélisation, et puis sur la pollution, et puis sur ses sources, et identifier est-ce que ça vient de notre ville, ou est-ce que ça vient de la ville d'à côté, ou est-ce que ça vient du continent chinois, est-ce que ça vient de telle usine. On va pouvoir essayer d'identifier ces sources. Et donc ce genre de choses, ça met en réseau et ça met en intelligence les individus, les collectifs, les humains, les machines, et ça permet de mieux comprendre la complexité du monde dans lequel on est, et éventuellement, à nouveau, de devenir acteur, auteur de la connaissance, voire de solutions pragmatiques, parce qu'on peut, à partir de là, lancer une campagne pour lutter contre telle ou telle source de pollution. Donc c'est ce genre de choses qui, à mon avis, est indispensable, mais j'aime beaucoup l'exemple taïwanais, parce que en fait, il nous invite à réinventer l'héritage d'Athènes et des Lumières, mais à le rendre plus inclusif. Hein, parce que Athènes et les Lumières, c'est évidemment remarquable. On ne peut pas travailler sur les humanités sans avoir travaillé cet héritage. Mais cet héritage, c'est quand même remarquable d'avoir inventé simultanément la démocratie, l'éducation, la science, le débat, les arts, la philosophie. Et le fait que soit produit 2 fois, peut-être qu'on peut le réinventer une 3e fois, et peut-être qu'on peut apprendre de ce qui s'est moins bien passé quand même, parce que je pense qu'il faut une analyse critique d'Athènes et des Lumières, où par exemple, c'est à peu près les mêmes qui ont gagné pendant Athènes et pendant les Lumières, et c'est les mêmes qui ont perdu. Donc, typiquement, il valait mieux être un homme qu'une femme, il valait mieux être un adulte qu'un enfant, il valait mieux être un citoyen qu'un migrant, il valait mieux être un riche qu'esclave, et aujourd'hui, c'est pas si différent. Malheureusement, oui. Et donc, est-ce qu'on peut se demander comment on pourrait réinventer cet héritage en le rendant plus inclusif, en le rendant fondamentalement plus égalitaire, et que ce ne soit pas juste des hommes blancs qui s'éclairent les uns les autres, et en s'assurant que cet héritage ne soit pas au service des forces d'armée, de domination et d'exploitation, de l'homme par l'homme, de la femme par l'homme, et de la nature par l'homme. Mais qu'on soit dans une logique de soins. Donc comment est-ce qu'on réinvente l'héritage des Lumières? Comment est-ce qu'on le rend plus inclusif? Comment est-ce qu'on le rend plus respectueux, plus dans le care? Comment est-ce qu'on le rend accessible, ne serait-ce qu'aux enfants? Parce que moi, je ne comprends toujours pas pourquoi les enfants ne sont pas des citoyens. C'est-à-dire que pendant longtemps, je ne me suis pas posé la question, donc ça me paraissait évident. Et puis aujourd'hui, je me pose la question. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Et j'essaye de comprendre, je ne comprends pas. Et quand je lis les juristes qui me disent que les arguments qui sont avancés pour que les enfants ne votent pas sont les mêmes que ceux qui étaient avancés pour que les pauvres ne votent pas du temps du suffrage censitaire et pour que les femmes ne votent pas pendant des décennies, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne suis pas très convaincu par ces arguments ils sont pas suffisamment éduqués, pas suffisamment informés, ils ne comprennent pas la complexité des enjeux, ils sont trop manipulables. Mais combien de ceux qui ont voté hier étaient parfaitement informés, parfaitement éduqués, pas manipulables et avaient compris la complexité de tous les enjeux pas grand monde. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge, clairement. Mais c'est bien une question que Condorcet posait, qui est la question de la coévolution, de la qualité de l'éducation, de la qualité de la démocratie et de la qualité de la science, simultanément. Et donc on a besoin de, quelque part, reprendre là où Condorcet et Olympe de Gouges ont été interrompus prématurément, parce qu'on ne leur a pas laissé s'exprimer dans une révolution qui n'a pas été que démocratique. Et voilà, chaque époque... même s'il peut y avoir des avancées, il n'y a pas que des avancées. Et donc, je pense qu'on a besoin de ce regard critique aujourd'hui, et peut-être plus que jamais. Parce que
À la limite, jusque-là, c'était que des relations de pouvoir et on pouvait comprendre que certains aient plus envie du pouvoir que d'autres, ou qu'ils soient plus à même d'imposer leur pouvoir à d'autres. Mais aujourd'hui, c'est pas simplement de savoir qui va gagner telle élection ou telle chose. C'est comment est-ce qu'on passe d'une logique, pour revenir sur les jeux de société ou le grand jeu de la société, il y a des gens qui parlent de game A et game B. Donc le jeu B par rapport au jeu A. Le jeu A, c'est en théorie des jeux, celui où on joue tous aujourd'hui, qui est un jeu de compétition et d'exploitation, et où ceux qui gagnent la compétition ont le droit d'exploiter plus de ressources que les autres et ont le droit d'avoir plus de pouvoir que les autres. C'est la compétition scolaire, la compétition économique, la compétition démocratique. C'est à peu près les mêmes règles du jeu. Et il se trouve qu'à ce jeu-là, on va tous perdre à la fin. On aura peut-être gagné momentanément pour certains, plus que d'autres, mais à la fin, on perd tous. En théorie des jeux, c'est des cas assez classiques. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on réinvente les règles du jeu pour inventer un jeu dit jeu B, dans lequel le but du jeu, c'est de tous pouvoir jouer indéfiniment, et que nos descendants puissent continuer à jouer indéfiniment. Et qu'est-ce qu'il faut changer dans les règles du jeu de la société pour en arriver là, et en quoi est-ce que... Je pense que le numérique joue un rôle clé, c'est pour ça que je conclue là-dessus dans cette partie sur le numérique, parce que en fait, Athènes, c'est quoi la technologie de l'époque? C'est essentiellement l'écriture. Et puis des technologies du storytelling, du genre le théâtre, les arts, etc. Les Lumières, c'est presque les mêmes technologies, mais on a rajouté l'imprimerie. Et donc, on a pu faire que ce qui se discutait essentiellement dans une unité de lieu à l'échelle de la cité a pu se produire à l'échelle de la nation, ou des nations. Donc c'est quand même une avancée. Et honnêtement, avant la naissance de Périclès, j'aurais pas imaginé ce qui pouvait se passer à Athènes dans le siècle qui a suivi. Et pareil, avant la naissance de Voltaire, j'aurais pas fait le pari qu'il allait se produire ça. Donc, mais aujourd'hui, on a des défis qui sont au moins équivalents à ceux d'Athènes ou des nations en gestation du XVIIIe siècle, mais on a une nouvelle technologie qui est le numérique. Et le numérique, il nous permet de partager instantanément, et même de manière multilingue, avec l'intelligence artificielle et les capacités de traduction d'aujourd'hui, à une échelle qu'on n'aurait jamais imaginée, certainement pas du temps d'Athènes ou même des Lumières, ou même il y a 20 ans, ou 50 ans. Et donc, est-ce qu'on peut réinventer une partie de l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale en termes de gouvernance mondiale, typiquement l'ONU, etc. Est-ce qu'on peut réinventer une démocratie vraiment globale? Moi, je ne sais pas faire, mais je pense que c'est inventable. Parce qu'on a des civic tech, parce qu'on a une génération entière qui aime utiliser ces outils et qui est prêt à de nouveaux usages, et qui d'ailleurs, les prototypes dans le cadre de jeux qu'on a évoqués et d'autres. Donc je pense qu'il y a à la fois un besoin de réinventer les Lumières et une technologie qui est le numérique qui nous permet de le faire et qui nous permet de le faire enfin d'une manière accessible aux jeunes, parce qu'ils sont d'ailleurs plutôt des moteurs dans ces transformations digitales. Et donc on peut penser une démocratie fractale, une démocratie multidimensionnelle, de l'ultra-local jusqu'au global, en passant par l'échelle nationale qui nous préoccupe beaucoup en ce moment, mais qui ne doit pas être la seule, même si elle est très importante. Et on doit pouvoir devenir des citoyens du monde et permettre aux plus jeunes d'être les premières générations à l'être et à l'inventer. Donc voilà, je pense que le numérique en termes d'apprentissage, de même que l'école à la Révolution était là pour faire de nous des citoyens, et d'ailleurs à Athènes c'était pas très différent, et je pense que l'école d'aujourd'hui peut apprendre à former des citoyens du monde, ce qu'aucun d'entre nous n'est aujourd'hui. Merci beaucoup, François Tadei. Merci. Avez-vous un tout petit message pour l'ensemble des membres du Laboratoire L'Humain qui fête son 2e anniversaire, donc là, pendant ce printemps
un rapide message pour fêter cet anniversaire. Un bon anniversaire. C'est le message le plus succinct que je puisse donner. Si je devais rajouter des choses, ce que je dirais, c'est qu'en fait, on ne célèbre pas assez. Et notre société laïque célèbre beaucoup moins que les sociétés du passé qui avaient compris le besoin de rituels et de célébration. Et je pense qu'on a besoin de nouveaux rituels et qu'on a besoin de nouvelles formes de célébration, des célébrations locales comme celles que vous faites, et puis des célébrations peut-être plus globales. Par exemple, on a des célébrations nationales, mais on n'a pas de célébration globale, ou quasiment pas. Et on a peut-être qu'un des exercices que vous pourriez vous amuser à faire, si vous le souhaitez, c'est de, par exemple, réfléchir à propos de rituels, qui serait dans le panthéon de votre collectif. Déjà, qui est dans le panthéon personnel de chacun, mais quel serait un panthéon collectif, le panthéon de l'humain. Je trouve que c'est mieux. Belle question. Parce que les Grecs ont inventé leur propre panthéon, la Révolution française l'a inventé, mais il y a une espèce de monopole des grands prêtres et du grand gourou républicain d'aujourd'hui. Mais il n'y a pas de panthéon ouvert. Donc nous, on s'est amusé à créer un site qui s'appelle openpanthéon.org et vous pouvez y aller et mettre qui vous avez dans votre panthéon personnel. Donc je pense qu'on a besoin de célébration, de rituels et de savoir sur les épaules de qui on se juge pour aller plus loin. Et ne serait-ce que cette interrogation-là, elle n'est évidemment pas prescriptive, mais je pense qu'elle aide à savoir, encore une fois, d'où on vient, où on est, pour mieux penser où on va. Merci beaucoup. Merci. François Davilly.